Forces spéciales de l'armée, deux des guerriers les plus entraînés et les plus redoutables de l'armée des États-Unis. Qu'est-ce qui les distingue? Qu'ont-ils en commun? Que peuvent-ils faire? Plongeons dans ce que vous devez savoir sur les Rangers et les forces spéciales. Nous commencerons la vidéo par une brève introduction sur ces deux unités. Tout d'abord, parlons des Rangers de l'armée. Les Rangers de l'armée sont une force létale, agile et flexible et constituent marquant la principale unité de raid d'action directe de l'armée, capable de mener de nombreuses missions complexes d'opérations spéciales conjointes. Ils sont une unité d'infanterie légère d'élite. Ensuite viennent les forces spéciales de l'armée. Les forces spéciales de l'armée, également appelées les Bérets Verts, sont une force d'opération spéciale non conventionnelle, capable de former et de diriger des forces de guerre non conventionnelles ou des forces de guérilla clandestines dans une nation occupée. Bon nombre de leurs techniques opérationnelles sont classifiées. Maintenant que nous vous avons donné un bref aperçu des deux, nous allons approfondir leurs capacités, leurs missions et les opportunités qui s'offrent à eux. Commençons par les Rangers. Ces guerres-là sont capables de beaucoup de choses, alors restez attentifs pendant que nous énumérons ce qu'ils peuvent faire. Il y a 3 piliers qui composent la mission des Rangers. Les raids des opérations spéciales, les opérations d'entrée forcée et la reconnaissance spéciale. Ils peuvent donc mener des opérations aéroportées et des assauts aériens, s'emparer de terrains clés comme des aérodromes, détruire des installations stratégiques et exécuter des missions impliquant le renseignement et le contre-espionnage, la recherche et le sauvetage au combat, la récupération de personnel et la libération d'otages, ainsi que la lutte contre le terrorisme. Et ce n'est qu'un aperçu de leurs capacités. Les Rangers sont capables de mener des missions à l'échelle régimentaire et disposent des ressources nécessaires pour maintenir une compétence, une expérience et une préparation exceptionnelles. Ils sont fréquemment déployés pour des missions d'environ 3 mois. Leur déploiement peut se faire dans les 18 heures après notification. Pensez-y un instant. Peu importe où ils se trouvent, ce qui se passe ou ce qu'on leur demande, ils peuvent être en route vers n'importe quel endroit du monde en moins d'une journée. Vous connaissez les missions des Rangers, mais êtes-vous au courant des formations et écoles auxquelles ils ont accès? Ne vous inquiétez pas, nous aborderons leur formation initiale plus tard dans la vidéo. En raison de la diversité de leurs missions, les Rangers peuvent être envoyés dans de nombreuses écoles et recevoir beaucoup de formations. Pour en citer quelques-unes, ils peuvent aller à l'école Survivre, Évader, Résister, s'échapper au cours de médecin de combat des opérations spéciales ou Special Operations Command, pour faire court, à l'école de tireurs d'élite, à l'école d'assaut aérien, aux écoles de guerre en jungle, en montagne et en milieu arctique, au saut en chute libre militaire, au système d'appui parachutiste et de reconnaissance, au cours de plongeurs de combat, au Joint Terminal Attack Controller et bien d'autres encore. Les Rangers peuvent recevoir beaucoup de formations supplémentaires en raison de la diversité de ces soldats. Contrairement aux Bérets Verts, les Rangers ont plusieurs spécialités militaires différentes au sein du régiment. Les Rangers peuvent avoir de nombreuses spécialités militaires, trop pour être toutes énumérées ici sans vous ennuyer. Voici plutôt une photo d'eux. Oui, il y en a beaucoup. Si vous n'avez pas l'un de ces codes Military Occupational Specialty, vous ne pouvez malheureusement pas intégrer le régiment. Les Rangers peuvent aussi servir dans la compagnie de reconnaissance régimentaire et la Delta Force. Ces deux unités sont des unités d'élite de mission spéciale de l'armée américaine. Les membres de ces unités d'élite sont rigoureusement sélectionnés après un processus éprouvant. Nous avons fait des vidéos sur ces deux unités d'élite, mais mieux vaut finir cette vidéo avant d'aller les voir si vous ne les avez pas encore vues. Il est temps de passer en revue les capacités, missions et opportunités des Bérets Verts. Les Bérets Verts possèdent une vaste gamme de compétences et d'expertise qui en font un atout essentiel et redoutable au combat. Voici une autre liste pour vous. Les Bérets Verts exécutent 9 missions doctrinales. Guerre non conventionnelle, défense intérieure étrangère, action directe, contre-insurrection, reconnaissance spéciale, contre-terrorisme, opération d'information, lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et assistance aux forces de sécurité. Le premier élément de cette liste était la guerre non conventionnelle, qui est la base de leurs activités. La guerre non conventionnelle consiste en des activités menées pour permettre à un mouvement de résistance ou à une insurrection de contraindre, perturber ou renverser un gouvernement ou une puissance occupante en opérant à travers ou au sein d'une force clandestine, auxiliaire et de guérilla dans une zone interdite.
Les bérets verts peuvent être déployés en Amérique du Sud pour former la police militaire à combattre les cartels de drogue ou pour constituer des armées de guérilla au Vietnam. C'est leur pain quotidien de travailler avec et de former des entités étrangères. Parmi leurs autres tâches et responsabilités, on trouve la recherche et le sauvetage au combat, la lutte contre les stupéfiants, la libération d'otages, l'aide humanitaire, le déminage humanitaire, le maintien de la paix, les opérations psychologiques et la traque de personnes recherchées. Leur formation linguistique leur permet d'être déployés dans le monde entier, où ils ont appris la culture et la langue de la région. En plus de leur long parcours de formation, qui inclut l'apprentissage des langues, les bérets verts se voient offrir de nombreuses autres opportunités de formation selon leur affectation. Ils peuvent suivre des formations spécialisées, assaut aérien, guerre en montagne, génie combat, pistage, tir de précision, survie aquatique, SOCAM, et même chez les Rangers. Non, cela ne fait pas d'eux des Rangers, ils obtiennent simplement les puçons. En passant en revue les parcours de formation initiaux, vous comprendrez pourquoi cela a du sens. On a mentionné que les Rangers et les bérets verts peuvent suivre la formation SACIM. La différence clé cependant, c'est que les Rangers suivent le cours court et les bérets verts suivent le cours long. Le cours long, qui est le sergent médical des forces spéciales, ou sergent médical des forces spéciales en abrégé, est un cours supplémentaire de 4 mois en plus de la SACIM, qui n'est disponible que pour les bérets verts et les SARC de la marine. Comme les Rangers, les bérets verts peuvent également rejoindre la Delta Force. Mais ce n'est pas garanti, et ils ne sont pas favorisés par rapport aux Rangers, mais c'est tout ce que nous dirons à ce sujet. En conclusion, nous allons vous présenter tous les Military Occupational Specialty qui composent dans les forces spéciales. Il y a moins de Military Occupational Specialty dans les forces spéciales que chez leurs homologues Rangers. Voici la liste. Mettez la vidéo en pause pour la regarder plus longtemps. Très bien, nous venons de vous présenter un bref aperçu de ce dont les Rangers et les bérets sans vertes sont capables. En résumé, les Rangers sont une force d'infanterie légère, d'élite, rapide et percutante, effectuant de nombreux raids d'action directe, alors que les bérets verts se concentrent davantage sur la guerre non conventionnelle. Vous allez vous rendre compte que même s'ils relèvent tous les deux de l'United States Army Special Operations Command, les comparer revient à comparer des pommes et des oranges. Alors, que faire si vous vouliez devenir ranger ou béret vert ? Comment serait votre parcours et qu'est-ce que cela nécessiterait ? Examinons leur formation et les conditions d'admission. Rappelez-vous que cette vidéo vise à vous présenter tout cela. Nous ne pouvons pas aborder chaque détail complexe, sinon cette vidéo durerait plus d'1 heure. Pour en apprendre davantage, nous vous invitons à effectuer vos propres recherches. Si vous visez à devenir ranger et que vous vous engagez en tant que civil avec un contrat option 40, votre parcours pour devenir ranger ressemblera à ceci. Formation de base ou OSUTS RASP, puis l'école aéroportée. Ça a l'air simple, non? C'est bien plus compliqué que ça en a l'air. Après la formation One Station Unit Training, qui combine l'entraînement de base et l'entraînement individuel avancé, tu iras au RASP-1, ce qui signifie Ranger Assessment and Selection Programme. Le RASP dure 8 semaines et forme les soldats des grades 1 à E5 aux compétences et tactiques de base, afin qu'ils puissent opérer au sein du 75e régiment de Rangers. Il existe maintenant un RASP2, qui dure 3 semaines et qui est destiné aux sous-officiers supérieurs, aux adjudants et aux officiers commissionnés. Ce cours évalue l'aptitude des chefs de niveau intermédiaire et supérieur à être affectés au régiment et leur enseigne les techniques opérationnelles et les normes du régiment de Rangers. Cela signifie donc que vous serez testé un peu différemment si vous souhaitez intégrer le 75e régiment de Rangers plus tard dans votre carrière dans l'armée. Pour vous donner une idée de la difficulté de la formation des Rangers, le RASP 1 a un taux d'attrition de 53% et le RASP 2 a un taux d'attrition de 74%. Si vous réussissez le RASP, vous irez à l'école de parachutisme de l'armée américaine pour recevoir vos ailes de parachutiste. Présentez-vous ensuite à votre bataillon de Rangers. Vous êtes désormais un ranger breveté. Ceci est senti le parchemin de ranger, mais sa signification reste inconnue. Tant que vous êtes dans le régiment et portez votre béret beige, vous n'avez pas fini. Vous devez encore aller à l'école des Rangers pour obtenir votre insigne de Ranger, qui ressemble à ceci. Une fois votre insigne obtenu et votre intégration au 75e régiment de Rangers effectuée, vous y avez gagné votre place de façon permanente. L'insigne de Ranger peut être obtenu par toute personne envoyée à l'école des Rangers. C'est essentiellement une qualification et une preuve de commandement de petites unités. Des membres de toutes les branches peuvent fréquenter l'école des Rangers et obtenir l'insigne de Ranger, comme les Navy Seals, les SARC, le personnel de l'armée de l'air et les Marines. Mais cela ne fait pas d'eux un vrai ranger de l'armée comme ceux du régiment.
Bien que déroutant au début, c'est un concept assez simple une fois compris. Vous connaissez le parcours pour devenir ranger, mais quelles sont les conditions pour débuter? Eh bien, tout d'abord, vous devez avoir un score General Technical de 105 à votre Armed Services Vocational Aptitude Battery. Si vous ne l'avez pas, commencez à étudier. Pour être éligible au régiment d'action spéciale, un soldat doit réussir la sélection des rangers, incluant une évaluation psychologique, une vérification des antécédents et une analyse d'urine. Et ensuite, vous devrez réussir le test d'entrée de conditions physiques du RASP, qui exige au minimum 53 pompes, 63 abdos, une course de 2 miles en 14 minutes et 30 secondes ou moins, 4 tractions et une marche de 6 miles avec un sac de 35 livres et une arme en moins de 90 minutes. Nous passons maintenant aux forces spéciales. La seule façon de garantir une chance de devenir ranger est de signer un contrat option 40. Malgré la possibilité de se porter volontaire pour le RASP en s'engageant avec un autre contrat, l'armée ne garantit pas cette opportunité. C'est pareil pour les officiers. Rien ne garantit de devenir ranger en rejoignant l'armée en tant qu'officier. Imaginons que vous vouliez devenir béret vert après avoir découvert le parcours de formation des rangers. À quoi ressemblerait votre parcours? En tant que civil avec un contrat 18 X-Ray, votre première étape sera l'One Station Unit Training d'infanterie. Après le One Station Unit Training, vous suivrez le cours de préparation aux forces spéciales Special Force Preparation Course, qui vous prépare au Special Forces Assessment and Selection en vous enseignant la navigation terrestre. Après le Special Forces Preparation Course, vous irez au Special Forces Assessment and Selection, évaluation et sélection des forces spéciales, et si sélectionné, vous participerez à l'école de parachutisme. Tous les candidats aux forces spéciales passent par le Special Forces Assessment and Selection ensemble, mais la durée de leur parcours varie selon la spécialité attribuée. Leur cours de qualification, souvent appelé le Q-Course, varie. Par exemple, les forces spéciales 18 Delta suivront plusieurs mois de formation à la SACIM et à la force spéciale MS avant de terminer leur entraînement, tandis qu'un membre Bravo d'une A-Team des forces spéciales suivra environ 10 semaines de formation pour sa spécialité. Il y a plusieurs phases qu'un candidat des forces spéciales doit traverser avant de terminer sa formation initiale. Voici les différentes phases. Première phase, la Special Forces Assessment and Selection qui dure 4 semaines. Et l'orientation du cours est l'histoire, qui dure 7 semaines. La Special Forces Assessment and Selection, un cours de 4 semaines, avec des épreuves physiques et mentales, permet aux soldats sélectionnés de poursuivre leur entraînement. La partie orientation et histoire, et vous allez être surpris en entendant cela, c'est là que les candidats apprendront l'histoire et la structure des forces spéciales. Phase 2, langue et culture, de 18 à 25 semaines. C'est ici que les soldats apprennent la langue et la culture spécifiques aux régions où ils vont opérer. Phase 3. Compétences tactiques combat. Les forces spéciales et survivre, évader, résister, s'échapper. 13 semaines. C'est ici qu'ils apprennent, comme indiqué, les tactiques de petites unités et suivent le cours Survive, évader, résister, s'échapper, niveau C, phase 4. Formation Preparation Specialty. La durée varie. Les candidats sont dirigés vers les parcours professionnels Military Occupational Specialty mentionnés auparavant. Phase 5. Robin Stage. 4 semaines. L'apogée pour les candidats des forces spéciales. Les soldats doivent tester toutes les compétences acquises pendant le Special Forces Qualification Course lors d'un exercice d'entraînement à la guerre non conventionnelle se déroulant dans 15 comtés de Caroline du Nord. Phase 6. Remise des diplômes. Après une semaine de formation officielle, les soldats portent pour la première fois leur béret vert et passant la semaine à effectuer les formalités de départ. Le parcours des forces spéciales est bien plus long que celui des Rangers, sans que l'un soit meilleur que l'autre pour autant. Cela signifie simplement que chaque entité a un objectif et une mission différents dans ce qu'elle apporte au monde des opérations spéciales. Alors, quelles sont les conditions requises pour pouvoir commencer? En tant que civil, vous devrez remplir ces exigences de base pour obtenir un contrat 18 X-Ray. Être citoyen américain, avoir au moins 20 ans à la date de départ pour l'infanterie OSA et ne pas avoir atteint votre 32e anniversaire avant cette même date de départ. Pour être qualifié pour l'entraînement aéroporté, il faut réussir le test Physical Fitness Assessment avec un minimum de 49 pompes, 59 abdos, courir 2 miles en 15 minutes et 12 secondes, faire 6 tractions et être éligible à une habilitation de sécurité secrète. Pour les soldats en service actif, engagés ou officiers, il existe d'autres exigences à remplir, mais les détailler prendrait beaucoup de temps. Par souci de temps, nous laisserons un lien dans la description vers le site officiel de l'armée américaine, qui détaille toutes les exigences. Pour intégrer le parcours des forces spéciales, vous devez passer le D,
Language Aptitude Battery, de Defense Language Aptitude Battery. C'est un test où vous apprenez une langue inventée pour évaluer vos performances lors de l'apprentissage d'une vraie langue. La langue que vous apprendrez déterminera votre affectation après la formation. Certaines de ces langues peuvent être le farsi, l'espagnol, le français, le russe, le mandarin, l'indonésien, le tagalog et l'arabe. De plus, si vous connaissez déjà l'une des langues mentionnées, ils vous formeront probablement dans une autre pour en profiter davantage et avoir quelqu'un maîtrisant plusieurs langues plutôt qu'une seule supplémentaire. Imaginons que vous ayez réussi à passer par l'un de ces parcours. Maintenant, on va vous mettre au travail. Où allez-vous? Comment tout est-il structuré? Allons-y. En tant que ranger de l'armée dans le 75e régiment de Rangers, vous pouvez être affecté à 3 endroits différents dans 5 bataillons différents. Le premier bataillon du 75e régiment de Rangers était basé à Hunter Army Airfield, en Géorgie. Le deuxième bataillon du 75e régiment de Rangers est basé à Fort Lewis, Washington. Le troisième bataillon du 75e régiment de Rangers est basé à Fort Benning, en Géorgie. Le bataillon spécial du régiment est basé à Fort Benning, en Géorgie. Et enfin le bataillon du renseignement militaire du régiment qui se trouve à Fort Benning en Géorgie. Voici la structure du 75e régiment de Rangers. Nous avons déjà étudié leur structure, mais nous allons la revoir pour pouvoir comparer. Pour un aperçu rapide du 75e régiment de Rangers, chaque bataillon comprend une compagnie Headquarters and Headquarters Company ainsi que les compagnies Alpha, Bravo, Charlie, Delta et Echo, respectivement. Le bataillon des troupes spéciales du régiment comprend des compagnies de reconnaissance, de communication, de renseignement militaire, de sélection et d'entraînement. Il y a beaucoup d'autres détails, mais vous n'aurez pas besoin d'en connaître les spécificités avant d'intégrer le régiment. Les bérets verts sont composés de 7 groupes qui forment le premier commandement des forces spéciales, la structure principale de cette unité d'élite de l'armée américaine. Chaque groupe est déployé dans des lieux distincts avec des missions spécifiques à remplir. En tant que béret vert, vous pouvez être affecté au premier groupe des forces spéciales à la Joint Base Lewis McChord, Washington, à Okinawa, Japon, au troisième groupe à Fort Bragg, Caroline du Nord, au cinquième groupe à Fort Campbell, Kentucky, au septième groupe à la base aérienne d'Eglin, Floride, au 10e groupe à Fort Carson, Colorado et à Stuttgart, Allemagne, au 19e groupe et au 20e groupe composantes de la garde nationale à Draper, Utah et Birmingham, Alabama. Ça fait beaucoup d'endroits. Passons maintenant à la répartition de base des groupes des forces spéciales. Nous allons garder ça aussi simple que possible, et vous en apprendrez plus à ce sujet si vous réussissez réellement la formation. Il y a les équipes C, les équipes B et les équipes A. Les équipes C sont l'élément de quartier général d'un bataillon des forces spéciales, avec des capacités de commandement, de contrôle et de soutien logistique. Les bataillons comprennent généralement 4 compagnies, dont l'élément de quartier général est constitué des équipes B. Composée de 11 à 13 soldats, la mission de l'équipe B est de soutenir les équipes A de la compagnie, aussi bien en garnison que sur le terrain. Passons maintenant aux équipes A, qui sont appelées les offres de services d'appui comme nous l'avons mentionné précédemment dans cette vidéo. Ce sont les éléments opérationnels d'une unité des forces spéciales. Une compagnie des forces spéciales comprend généralement 6 offres de services d'appui, chacune ayant une spécialisation d'infiltration ou un ensemble de missions spécifiques. Parmi ces exemples, on retrouve les équipes de parachutisme militaire, de plongeurs de combat, de montagne, de mobilité et bien d'autres. Une offre de service d'appui se compose de 12 soldats. Chaque membre d'une offre de service d'appui a une fonction spécifique, mais tous suivent une formation croisée. Voilà en résumé la structure des unités des forces spéciales. Nous laisserons une image à l'écran pour que vous puissiez mieux visualiser la répartition. Mettez la vidéo en pause si vous souhaitez l'observer plus longtemps. Voici donc l'essentiel sur les Rangers de l'armée américaine et les forces spéciales. Nous avons couvert beaucoup dans cette vidéo. Si vous êtes encore toujours là, vous êtes génial. Vous avez sûrement beaucoup appris sur les Rangers et les bérets verts. Nous sommes sûrs que vous allez vous rendre compte que ces deux entités sont des forces avec lesquelles il faut compter et qu'elles ont eu un impact durable dans le monde des opérations spéciales. Voici quelques vidéos que nous vous recommandons de regarder. Nous avons fait des vidéos sur les Rangers, les bérets verts, la Delta Force et la compagnie de reconnaissance régimentaire individuellement. Si vous voulez mieux comprendre tout cela, nous vous recommandons vivement d'aller les regarder. Les liens sont en description. Si vous avez appris quelque chose, likez et abonnez-vous à notre chaîne.
Comme toujours, merci de nous avoir regardés. Voulez-vous vraiment être ici? Un grand merci à tous nos soutiens sur Patreon. Merci d'avoir soutenu notre chaîne, c'est très apprécié. Pour apparaître dans une vidéo de General Discharge, jetez un œil à notre Patreon et rejoignez l'équipe. Voici Nick Nosé. Tous tes amis s'abonnent à General Discharge et toi, tu ne veux même pas être ici.